Bien, mes chers confrères, mes chers collègues, mes chers consoeurs, ravis de vous retrouver ce soir autour de ce webinaire. Alors, en présence du professeur Valérie Martinez-Pourchet, si je n'ai pas égratigné son nom, voilà. Merci d'animer notre soirée, la première d'une série de 5 que l'on va essayer d'espacer à peu près toutes les 5 ou 6 semaines. Vous êtes donc spécialisé dans les maladies infectieuses et tropicales en 2007. Vous êtes chef de service de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vos domaines de recherche concernent les patients immunodéprimés, les patients affectés par le VIH, les patients ayant subi une transplantation et ceux ayant des complications infectieuses suite à une chimiothérapie ou de biothérapie. Ça va, c'est à peu près résumé? Parfait. Bon, ok. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Florence Bontemps, qui est pharmacien, qui a été pendant 15 années comment dire, rédactrice, ton titre exact, rédactrice en chef, même peut-être à un moment, non? Directrice scientifique du moniteur. Directrice scientifique, alors voilà, directrice scientifique au moniteur des pharmaciens. Et en 2018, elle a eu une super idée qui est que je conseille à tout le monde, évidemment, si vous ne l'avez déjà. C'est l'application mobile d'Efimedoc, qui est un outil simple, rapide, concis sur tout ce que le pharmacien et son équipe, parce que c'est ouvert à tout le monde, évidemment, doivent savoir pour ne pas passer à côté d'une grosse bourde. Et puis aussi d'autres informations sur l'actualité des médicaments, etc. C'est vraiment très ludique, c'est très rapide. Il y a des outils de suivi, mais à titre personnel. Ça s'appelle donc Défi Médoc. Ça prend 3 minutes tous les jours. Il y a 2 ou 3 quiz, je crois, par semaine qui sont proposés. On gagne des points et le titulaire, après, peut faire ce qu'il a envie de ces points-là. Voilà, c'est à peu près ça, Florence? C'est parfait. Voilà. Et donc, Florence, tu as mis à disposition de l'ensemble des personnes qui se sont inscrites aujourd'hui et encore une fois, un grand merci sur ce webinaire. Il y a 130 inscrits, à peu près 100 personnes de l'Île-de-France et une trentaine de personnes hors Île-de-France, et je suis ravi d'accueillir tout particulièrement, évidemment, les franciliens, mais aussi tous ceux qui sont hors Île-de-France, parce que l'objet même des URPS, c'est d'expérimenter quelque chose quelque part et essayer ensuite de multiplier ces expériences un peu partout. Évidemment que cette soirée, je me fais tirer l'oreille, mais évidemment que cette soirée n'aurait pas eu lieu avec le dynamisme de Jeanne Dupont et de Ludovic Seppré, avec lesquels nous travaillons depuis longtemps. Avec le soutien institutionnel de MSD autour d'un sujet que vous connaissez et qui est dans la dernière convention pharmaceutique, c'est l'élargissement des compétences vaccinales du pharmacien, qui malheureusement, je dis bien malheureusement parce que je pense que Valérie nous en parlera forcément tout à l'heure sur un certain nombre de sujets, je pense notamment au papillomavirus et d'autres sujets. Ça concerne pour l'instant toute la vaccination des plus de 16 ans. Alors je dis pourquoi
malheureusement, parce que je crois qu'on a un vrai travail au comptoir en permanence autour de cette merveilleuse histoire qu'est la vaccination. On est le pays de la vaccination et pourtant on n'arrive pas à atteindre les objectifs, notamment de l'OMS, qui d'ailleurs sont souvent ceux de notre propre pays, sauf pour la Covid, où les pharmaciens se sont particulièrement investis. Plus de 65% des vaccinations, 70% des vaccinations Covid en ville ont été réalisées par les pharmaciens, et bravo, un grand coup de chapeau. Plus de 100 millions de tests antigéniques ont été réalisés par les pharmaciens. Merci et bravo. On n'est pas toujours reconnu pour notre volonté d'avancer, mais en tout cas, c'est un début, mais par contre, on n'a pas le droit de se planter, parce que je crois que c'est un essai, et si on veut élargir encore le domaine de vaccination pour les pharmaciens, il va falloir qu'on prouve encore une fois, voilà, on est sans aucun doute, comme vous savez, l'égalité homme-femme, la femme doit prouver qu'elle est capable de faire un boulot, les pharmaciens, pareil, il est obligé de prouver qu'il est capable d'assumer des responsabilités et faire un boulot, mais je suis certain que ça ira dans ce sens-là. En tout cas, c'est un galop d'essai. Ça démarre, vous savez que ça a été signé et publié très récemment, donc il y a 6 mois, donc on pourra, à partir en gros du mois d'octobre-novembre, démarrer toute cette activité. Et donc, vous voyez que les 5 séances non pas de formation, mais de rappel et d'explication et d'amélioration des connaissances tomberont à pic pour pouvoir démarrer la saison de vaccination dès la rentrée prochaine. J'ai été trop long, 1000 merci. Vous avez répondu aux questions de Défi Médoc et je laisse la parole donc, pour ouvrir peut-être cette partie à Florence sur les bonnes questions, les bonnes réponses qu'on aurait dû apporter aux mauvaises questions ou le contraire. Hein. Merci Renaud. En fait, je crois que je vais directement passer la parole à Valérie pour commencer tout de suite dans le vif du sujet. Et puis, on va se retrouver en fait après chaque partie pour faire le point sur le quiz, sur les réponses que vous avez apportées au quiz sur cette famille sérotype auquel il arrivait en tout cas, qui avait des questions sur la vaccination. Voilà, donc je vous passe la parole et puis on fait un petit point du quiz tout à l'heure. Super. Bonsoir à tous. Alors, est-ce que vous voyez mon écran déjà? Parfait. Super, parfait. Du coup, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour essayer de répondre à des questions qui sont, c'est vrai, pour nous, plus de pratiques courantes. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser plein de questions à la fin. Je serai à votre disposition. Alors, l'important, c'est ce qu'on va le voir, c'est les nouveautés 2022, même si le calendrier vaccinal officiel est toujours en attente. Et on se basera sur des cas pratiques, on va dire, de la vraie vie, avec la famille sérotype, avec Jean-Christophe et Isabelle, les grands-parents, Louis, 16 ans, le petit-fils, Justine, leur fille, 16 ans, qui est maman d'un petit bébé de 2 mois. Donc, les nouveautés, pour vous, c'est l'extension des compétences vaccinales donc sur la population de plus de 16 ans, c'est ce qu'a dit Renaud, donc ça, c'est un point important. Et cela va concerner uniquement les vaccins non vivants. Donc, la publication date de fin janvier de cette année pour essayer de mettre en œuvre donc, ces nouvelles compétences vaccinales qui vont concerner le pharmacien, mais aussi les infirmiers et les sages-femmes pour les plus de 18 ans. Donc, ce qui est important, 2 messages, c'est qu'il faudra bien sûr s'adapter au calendrier vaccinal. Ça ne concernera que les vaccins non vivants, c'est important, et que les patients non immunodéprimés. En effet, l'extension aux immunodéprimés, pour l'instant, du fait de la complexité de la prise en charge, de possibles contre-indications, n'a pas été ouverte. Donc, c'est vrai que, du coup, dans le choix des personnes à vacciner, il faudra discuter de cela. La liste des vaccinations concernés, donc bien sûr grippe, Covid, mais ça fait déjà partie entre guillemets de votre routine. Il y a diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, le papillomavirus humain, on va en reparler, les pneumocoques, l'hépatite B, l'hépatite A et la vaccination méningocoque ACWY 135. Donc c'est vraiment
à la compétence exclusive des médecins les vaccins vivants. Donc, vous, de toute façon, vous ne pourrez pas le faire. Donc, éventuellement, il faudra en discuter avec le patient parce que ça, c'est un point important. Il ne faut pas du coup que certains vaccins vivants qui peuvent être nécessaires aux patients ne soient pas faits parce qu'ils considèrent que le pharmacien doit tout gérer. Donc, il ne faudra pas hésiter à l'orienter vers le médecin et nous, pareil, orienter du coup chez le pharmacien pour certains suivis. Le problème, c'est qu'avant que vous alliez, entre guillemets, vacciner, il va falloir bien sûr avoir une formation avec une évaluation certifiante et surtout des locaux adaptés. J'imagine, je ne me rends pas compte, mais que ce n'est pas forcément facile dans toutes les pharmacies de ville d'avoir les locaux adaptés pour faire ça dans de bonnes conditions. La mise en œuvre, dans les points importants en dehors de la formation, ça sera accessible. Il va y avoir la traçabilité de la vaccination. C'est toujours un point clé qui prend du temps. Nous, à l'hôpital, il y a des infirmières qui vont rentrer cette traçabilité parce que le but, c'est que le patient ait certes un petit certificat de vaccination, mais qu'il n'y ait pas un médecin ou un autre pharmacien parce que le patient oublie ou qu'il a une maladie type Alzheimer et il va se faire vacciner 2 fois dans 2 pharmacies différentes. Donc, ça sera extrêmement important. Donc, quoi de neuf? Le problème, c'est que on attend l'apparition officielle du calendrier. Vous savez, le calendrier de chaque année avec les petites couleurs en fonction de l'âge. Mais voilà, des infos probablement sur coqueluche femme enceinte et sur le méningocoque. Donc là, vous voyez, c'est le calendrier qui sort comme ça chaque année, avec en fonction de l'âge les recommandations. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est sur les plus de 16 ans. Donc, on ne va pas du tout se lancer sur les enfants. En plus, je ne suis pas du tout compétente, mais du coup, à partir de 16 ans. Donc, la première chose, c'est diphtérie, tétanos, polio. Alors, peut-être avant de rentrer dans les détails, Renaud, vous avez dit qu'on était un pays où la vaccination est extrêmement importante, mais on est le pays le pire au monde en termes de couverture vaccinale. Bon, si on oublie le Covid, on n'est vraiment pas bon. Les dernières données montrent qu'en plus, en gros, 50% des Français, c'était avant le Covid, ne sont pas forcément pour la vaccination. Donc, il y a beaucoup d'hésitations vaccinales. On va en rediscuter, par exemple, autour de l'HPV, mais il y a eu aussi avec le Covid, donc c'est toujours extrêmement compliqué. Donc, diphtérie, tétanos, polio. Donc, les rappels à partir de l'âge de 25 ans, c'est tous les 20 ans, puis tous les 10 ans à partir de 65 ans. Ça, c'est en population générale, parce que, par exemple, les immunodéprimés que vous ne vaccinerez pas, eux, c'est tous les 10 ans de toute façon. Donc, chez l'enfant jusqu'à 6 ans, on fait du DTP avec un grand D, donc une quantité importante de toxines diphtériques qui est très immunogène. Chez l'adulte, on fait un petit D, donc c'est un vaccin qui a une dose réduite de la toxine diphtérique et qui est moins réactogène. L'importance, ce vaccin est extrêmement important parce que les gens dans la vie de tous les jours peuvent se blesser et donc avoir un risque de contracter le tétanos. Donc, il faut vraiment être à jour. Si un patient est à jour, s'il a par exemple une plaie, il n'y aura pas besoin de faire des immunoglobulines. Il faudra juste vérifier la vaccination et mettre éventuellement la vaccination à jour si elle ne l'était pas. Donc, si on prend la famille sérotype, comme on a vu les grands-parents, le petit-fils et la fille et le bébé. Du coup, Florence… Alors, voilà, donc la première question du quiz que vous avez été 150 à remplir, c'était ce Jean-Christophe, donc 60 ans, qui s'était blessé en jardinant. La plaie n'était pas très profonde, mais un peu souillée de terre, et vous aviez accès à son carnet de santé. Il a été vacciné par un DTP il y a 15 ans, à l'âge de 45 ans. Et donc, on vous proposait de nettoyer et désinfecter la plaie. Donc là, heureusement, on est pratiquement 100% à conseiller de nettoyer et désinfecter la plaie. Mais vous êtes 43% à conseiller de refaire un vaccin tétanique immédiatement. Or, on vient de voir avec ce que Valérie nous a dit que, effectivement, il n'y a pas besoin, puisque Jean-Christophe a été vacciné il y a 15 ans, donc il y a moins de 20 ans. Il a moins de 65 ans, donc il est bien dans le rythme de tous les 20 ans. Donc là, pour lui, pas besoin de rappel de vaccin, pas besoin d'immunoglobuline. Vous étiez quand même 17% pratiquement à l'envoyer se faire administrer des immunoglobulines. Et si vous voulez bien passer à la slide suivante, j'avais juste mis un petit rappel issu du calendrier vaccinal.
pour la prévention du tétanos. Donc, si le patient est à jour de ses vaccinations, rien sauf lui redire la date de son prochain rappel. Par contre, si jamais elle n'était pas à jour, une vaccination immédiatement, et c'est tout si la plaie est mineure et propre. Et par contre, si la plaie est majeure ou si elle est sale, contaminée possiblement avec de la terre, donc des germes d'origine tellurique, dans ce cas-là, on fait à la fois la vaccination et dans l'autre bras, on fait les immunoglobulines. Du coup, c'est vraiment important, cette association immunoglobuline-vaccination, lorsqu'on a une plaie très contaminée chez un patient qui n'est pas à jour, parce que la vaccination seule ne va pas suffire. Le temps de faire des anticorps, il faut compter 2 semaines dans le meilleur cas et plutôt 4 à 8. Donc, ça ne va pas servir dans l'urgence, d'où l'intérêt des immunoglobulines. La coqueluche. Alors, la coqueluche, à l'heure actuelle, en gros, les petits sont vaccinés, donc ils ne sont plus malades, mais c'est les adultes qui vont contaminer éventuellement d'autres adultes. Donc, c'est important de penser à la vaccination chez l'adulte et chez le senior. Soit en situation de cocooning, donc les parents avec les enfants ou les grands-parents, si la personne n'est pas vaccinée depuis l'enfance, ce qui est quand même le plus probable dans la vie de tous les jours, c'est faire un diphtérim avec le petit D, donc la dose réduite, tétanos, polio et un coqueluche. Par contre, ceux qui ont été vaccinés à l'âge adulte et qui sont en situation de cocooning et que la revaccination, on ne le fait que avec la coqueluche que si ça date de plus de 10 ans. Attention, on ne peut pas faire un DTP plus un DTP coq s'il n'y a pas au moins 1 mois d'écart entre les deux. Alors, c'est vrai que les gens qui ont fait la coqueluche, qui ont une histoire de coqueluche, comme c'est une maladie immunisante, on a une bonne immunité naturelle, donc il y a une petite part quand même d'interrogatoire. Si la coqueluche, en tout cas, date d'il y a plus de 10 ans, il vaut mieux faire un rappel pour éviter les soucis. La HAS, en avril, a dit qu'en gros, il faut vacciner les femmes enceintes contre la coqueluche, idéalement à partir du 2e trimestre et de préférence entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée. Et donc, ça devrait paraître dans les recommandations vaccinales qui devraient être publiées. Là, en général, c'est entre avril et juin. Donc, ça devrait rapidement sortir. Je ne sais pas si les femmes enceintes seront forcément votre public de prédilection. Comme elles sont suivies à la maternité, souvent les maternités organisent cette prise en charge, mais il faudra y penser. Alors, si l'on regarde le calendrier vaccinal de l'adulte et du senior, donc on a vu le rappel des TP, c'est tous les 20 ans, et à partir de 65 ans, c'est tous les 10 ans. Mais pensez à rajouter la coqueluche à 25 ans ou après, si le patient ne l'avait pas eu. Pensez à la grippe annuelle à partir de 65 ans ou sur certaines populations. La vaccination Zona, alors, c'est préconisé entre 65 et 74 ans chez des patients qui ont déjà eu des zonas pour diminuer le risque de refaire un zona, mais en pratique, c'est un vaccin qu'on ne fait pas parce que ce n'est pas un bon vaccin en termes de protection. En gros, les gens qui font des zonas, c'est des patients immunodéprimés et l'immunodéprimé, comme le vaccin zona est un vaccin vivant, on ne peut pas lui donner. La coqueluche, on a vu, c'est pour les adultes qui n'ont pas reçu de rappel. Le ROR, c'est un vaccin vivant comme celui du coup de la rubéole, hein, ça inclut. Ça ne va pas vous concerner parce que ce sont des vaccins vivants. On est bien d'accord, hein, Florence? Tout à fait, tout à fait. Et on va voir, je crois, la question sur la coqueluche. Alors, juste une chose, parce que vous pouvez être amené à avoir un patient qui a besoin de son DTP et de son vaccin grippe, éventuellement du pneumocoque. Vous avez le droit de faire 3 vaccins le même jour. Ça ne pose pas de souci particulier. C'est important. Alors, du coup, on va, avant d'arriver à la question, donc continuer dans la famille sérotype avec Justine, donc la fille qui est en couple et qui vient d'avoir un petit Charles de 2 mois. Et je vous passe la parole. Alors voilà, la question, on repartait un tout petit peu en arrière au moment où elle était enceinte et elle souhaitait que ses parents se vaccinent contre la coqueluche. Elle avait bien raison. Seulement, sa mère, donc Isabelle, peut-elle se faire vacciner contre la coqueluche, sachant qu'elle a déjà eu un rappel DTP l'année dernière pour ses 65 ans. Et donc, vous avez à 2 tiers d'entre vous ont la bonne réponse et auraient
conseillé de revacciner avec un DTP-CA, puisqu'on était à plus d'un mois d'écart avec le DTP de l'année dernière, et quand même 25% pensaient qu'on ne pouvait pas faire de DTP-CA puisqu'on avait déjà fait un DTP l'année dernière. Donc ça, c'est une notion qui peut être importante parce qu'effectivement, on peut être un peu pris de court par le calendrier avec un vaccin qui a déjà été fait récemment et on peut se poser la question, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, une notion à savoir, ça pourra vous arriver d'avoir des vaccinations des grands-parents en cocooning, des parents et des grands-parents ou de l'entourage en cocooning. À ce niveau, si vous me permettez, Valérie, Bien sûr. je voudrais, alors peut-être que Zeina et Aurélien, que je remercie, et Anne d'ailleurs, c'est les trois personnes qui vous accueillent à l'URPS, mais je vais laisser sans doute Zeina donner le mode d'emploi. Je voudrais sur la coqueluche, vous rappeler que c'est la première cause de décès chez le jeune enfant, bébé, que c'est une maladie, mais vous l'avez dit Valérie et merci, qui est transmise par essentiellement les parents et la fratrie, et les grands-parents aussi. Nous avons fait une expérimentation sur le département des Yvelines avant que la loi HPST ne fasse... ne pointe le bout de son nez sur justement la vaccination anti-coquelucheux. Je voudrais poser deux questions et puis on répondra, et je répondrai peut-être lors de la prochaine question. D'abord, quels sont les objectifs de l'OMS et aussi de la France, bien sûr, sur la couverture vaccinale anti-coquelucheux en règle générale, et quel est le taux de vaccination chez l'adultes aujourd'hui sur ce vaccin anti-coquelucheux. Ces deux questions, je vous donnerai les réponses tout à l'heure, c'est absolument extraordinaire. Et je vous donnerai 3 mots sur le résultat de cette expérimentation. Voilà. Merci. Donc, Zeina, si tu veux redire comment est-ce qu'on peut... Donc, les deux questions, je les ai posées. Qui peut répondre, enfin, comment on répond, etc. Parce que ce serait intéressant d'avoir un retour sur cette réponse qui ne fait pas partie des questions de Défi Médoc. Oui, bonsoir. Donc là, donc on suggère de poser toutes les questions sur donc le chat questions-réponses ou sur discuter. Et à la fin de l'intervention, donc nous allons essayer de répondre avec Dr Pourchet et Dr Bontemps sur toutes les questions. Donc là, donc on va laisser les interventions donc dérouler et à la fin, nous allons donc vous poser toutes les questions qui ont été posées sur les questions-réponses. Voilà. Merci. Ok. Donc, en clair, quel est l'objectif de l'OMS? 2, quel est le taux de vaccination coqueluche en France? C'est intéressant comme question, Valérie, non? Alors, c'est intéressant. Alors là, comme ça, alors la couverture vaccinale idéale, c'est bien sûr 100%, mais on a souvent des objectifs ambitieux, mais on sait qu'on n'est pas bon. Même 100% d'été, ne serait-ce que, on en est loin, je pense. Enfin, moi qui vois régulièrement des patients, alors certes, des immunodéprimés pour la vaccination avant un certain traitement, le DTP, il est passé à l'as, je dirais quasiment dans 80-90% des cas. Les gens ont oublié, entre guillemets, les rappels. Les gens vous disent, bah oui, j'ai eu mes vaccins quand j'étais enfant et à l'adolescente, ou au service militaire, les hommes à l'époque. Maintenant, on va être coincé. Je pense que la couverture vaccinale de la coqueluche n'est pas bonne. Des données comme ça précises en France, j'en connais pas. Par contre, on a des données sur le papilloma et ça, je pense que c'est important. Du coup, si on passe au papilloma, qui a 16 ans, l'important, c'est que le vaccin papilloma est un vaccin que l'on peut faire entre 11 et 14 ans, 11 et 15 ans, et un rattrapage possible jusqu'à 19 ans. Rattrapage, ça veut dire que, genre, entre 11 et 15 ans, on a oublié de le faire ou on a commencé, il va falloir continuer. Et du coup, il faudra saisir toute opportunité, donc un passage chez le pharmacien ou chez un médecin pour reprendre le bon rythme. L'intérêt du vaccin HPV, c'est que ça va protéger
compte des sérotypes d'HPV qui sont à l'origine des cancers du col, mais aussi des cancers de la vulve, des cancers du pénis, des cancers du canal anal et surtout de 30% des cancers ORL. À l'heure actuelle, les cancers ORL, ce n'est plus le tabac en premier, c'est l'HPV. Et la vaccination est indispensable. Donc, dans le rattrapage, plus vite on va pouvoir reprendre le schéma, mieux ça sera en comptant les doses que le patient a eues avant, évidemment, et éventuellement le délai entre les doses. En termes d'endroits de vaccination, les points importants, c'est que vous pouvez vacciner dans le deltoïde, c'est facile, chez l'adulte, c'est accessible. Pas d'injection dans les fesses pour les vaccins, jamais. Et pensez à une chose, c'est chez les petits, chez l'adulte, on n'en fait quasiment pas, mais les petits, ça ne va pas vous concerner avant, je pense, un certain temps. C'est ceux qui ont une vaccination BCG, le bras où ils ont eu la vaccination est un bras, entre guillemets, condamné pour la vaccination dans les semaines qui suivent. Donc, l'important, c'est protéger. Chez le plus de 16 ans, surtout la dose. Donc, du coup, pour l'HPV, idéalement, il faut le faire entre 11 et 15 ans. L'intérêt, c'est que c'est un schéma en plus à 2 doses et ça concerne les garçons et les filles. Avant, ce n'était que les filles, mais bien sûr, les filles ont des rapports avec des garçons, donc pourquoi protéger les filles et pas les garçons? Ça a mis du temps à bouger. Certains pays sont beaucoup plus avancés que nous, comme l'Australie, mais en tout cas, nous, maintenant, c'est reconnu et pris en charge. Après, donc si on a pu, avec le vaccin non avalent, donc qui est le Gardasil 9, faire un schéma classique, donc on fait le M0 et on fait un rappel entre M6 et M13 quand on est entre 11 et 15 ans. Par contre, si on arrive après 15 ans, on fera un schéma classique à 3 doses. Donc vous, ça va intéresser les adolescents jusqu'à 19 ans. Et après, mais bon, ça peut être compliqué dans une pharmacie, c'est que les hommes qui ont des retraites faites jusqu'à l'âge de 26 ans. Le problème, j'imagine mal dans une pharmacie demander à votre patient ce qu'il a comme type de rapport sexuel pour savoir si vous pouvez lui offrir la vaccination ou pas. Donc, c'est compliqué. Un point important quand vous vaccinez, c'est dire que l'intérêt, c'est que ça protège des formes graves, donc de lésions cancéreuses ou précancéreuses, mais que ça ne substitue pas au dépistage. C'est-à-dire qu'une jeune fille qui est vaccinée, elle devra avoir, à partir des recommandations d'âge, des frottis et un suivi gynéco. Ce n'est pas parce qu'on a été vacciné qu'à 100%, ça va marcher. Pour vous donner une idée de la couverture vaccinale à l'heure actuelle en France, c'est des données chez les filles parce que les garçons, c'est trop récent, on est à 28% de couverture vaccinale. On n'est pas bon du tout. En Australie, où ils pensent éradiquer le cancer de l'utérus d'ici une petite dizaine d'années, ils sont à plus de 90% de couverture vaccinale parce qu'eux, ils vaccinent à l'école. Donc ça, c'est facile, les parents donnent l'autorisation, ils sont vaccinés au collège et il n'y a pas de problème. Donc 28% en France, on va avoir besoin de votre aide pour gagner des pourcentages importants. Donc le rattrapage, on a vu, donc il faut y penser. L'hépatite B, c'est un point important. L'hépatite B est une maladie à transmission entre autres sexuelle, mais sinon c'est une transmission aussi interhumaine avec l'échange d'objets contaminés, par exemple, chez des parents venant de zones d'endémie de l'hépatite B, comme l'Afrique ou l'Asie, s'ils sont hépatite B, ils peuvent ne pas avoir un diagnostic d'hépatite B parce que s'ils n'ont jamais eu de bilan, on n'aura pas la preuve, mais ils peuvent du coup contaminer les enfants, d'où l'intérêt de les vacciner. Donc, de les vacciner, on peut commencer plus tôt dans la petite enfance, mais sinon, pensez à rattraper les enfants qui n'auraient pas été vaccinés dès que vous pouvez. Et la vaccination hépatite B, c'est un schéma classique M0, M1 et M6. Le méningocoque C peut être proposé aussi, et ceci en général jusqu'à 24 ans. Le méningocoque, en plus, il protège de manière indirecte sur les infections à gonocoque. Donc, pour les jeunes qui peuvent avoir une activité sexuelle intense,
faire le méningo avec l'HPV permet de protéger un peu contre l'acquisition du gonocoque. Donc, c'est un point important. C'est par exemple quelque chose qu'on va privilégier chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Donc, je vous ai dit par contre, si on est à plus de 15 ans pour le vaccin HPV ou chez les patients, les hommes jusqu'à 26 ans, eh ben, on fait un schéma à 3 doses, M0, M2 et M6. Si par hasard, le M2 est décalé, le vaccin suivant. Mais c'est important de ne pas laisser tomber en se disant bah, « j'ai raté le M2, tant pis ». Non, on rattrape dès que l'on peut. Alors, on a deux questions. On avait deux questions sur Louis, 16 ans, qui est un peu braqué contre les médecins et qui, du coup, n'a pas reçu de vaccination HPV et pas reçu de vaccination méningite C non plus, contrairement à sa sœur jumelle Laura. Donc, on voit que tout le monde sait que la vaccination HPV ne concerne aussi les garçons. C'est récent, je crois que c'est depuis 1 an. À 16 ans, il est encore temps. C'est remboursé et pris en charge depuis janvier 2021. Voilà, c'est ça. Ça fait, on est un petit peu plus d'1 an. À 16 ans, il est encore temps de se faire vacciner contre le HPV. Oui, on a vu que c'était jusqu'à 19 ans, donc ça, c'était bon. Et par contre, il y a peut-être un petit peu de flou sur le schéma vaccinal, mais c'est assez logique, c'est parce qu'en fait, le schéma vaccinal change, vous avez vu. Jusqu'à 14 ans, c'est 2 doses et après, c'est 3 doses. Donc, peut-être que c'est un argument à donner aux adolescents en leur disant que s'ils se font vacciner avant 14 ans, ils n'auront que 2 doses de vaccin. Tout à fait. Et puis, il y avait une question toujours sur Louis, donc pour la méningite C, puisqu'il n'était pas non plus vacciné contre le méningocoque C. Alors, on vous proposait la vaccination doit être faite en rattrapage avant ou plus tard à l'âge de 19 ans. En fait, c'était faux parce que c'est jusqu'à l'âge de 26 ans pour le méningocoque C. La vaccination comprendra une seule dose. Vous êtes 42% à avoir coché cette réponse, donc c'est peut-être quelque chose que vous... Effectivement, nous, pour l'instant, tant qu'on ne vaccine pas, on a moins les schémas thérapeutiques, les schémas de vaccination en tête, mais là, c'est beaucoup plus simple, finalement, une seule dose de méningite C, et en plus, on peut la faire en même temps que l'injection, qu'une des injections HPV, ce qui peut simplifier aussi un peu les choses. Et par contre, un petit pourcentage qui confond peut-être un peu la méningite à hémophilus, donc le vaccin qu'on fait vraiment dans l'enfance, parce que c'est des méningites qu'on voit chez l'enfant jusqu'à 5 ans, je crois, vous me confirmerez, et donc qui n'ont vraiment rien de commun avec nos méningites à méningocoque. Il y a plusieurs méningocoques, mais là, on vise le méningocoque C. Et puis 27% qui ne savaient pas, donc on voit bien que c'est plus récent, des choses sûrement qu'on dispense moins et on a moins les schémas en tête. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'on se forme pour être tout à fait irréprochable sur tous ces calendriers de vaccination. Alors, du coup, pour enchaîner sur le traité de 60 ans, le petit Charles. Donc, si l'on considère donc les patients à risque d'infection grave à pneumocoque, on sait qu'à partir de l'âge de 2 ans, on va vacciner donc les immunodéprimés, mais ça ne va pas vous concerner. Mais chez les non immunodéprimés, il y a certains patients qui ont des pathologies sous-jacentes qui sont à haut risque de faire des infections invasives à pneumocoque. Donc, on va en gros vacciner les insuffisants cardiaques, les insuffisants respiratoires, les BPCO, les asthmes sévères, les insuffisances rénales, les hépatopathies, les diabètes non équilibrés. Donc, BPCO, diabète non équilibré, c'est, je pense, un mode d'entrée important pour vous, parce que c'est des patients qui vont venir tous les mois chercher un certain nombre de traitements. Donc, il ne faudra pas hésiter à leur proposer ça. 13 valences. Et 2 mois plus tard, on fait un vaccin
qui est 23 valences. C'est un vaccin non conjugué 23 valences, c'est-à-dire qu'on a les 13 premières et on ramène 10 supplémentaires. En refaisant les 13 premières, on va booster justement les sérotypes qui étaient couverts initialement. Donc, c'est 2 mois entre les 2 vaccins. Là aussi, si vous êtes à 3 ou 4 mois parce que le patient a oublié, n'est pas venu, il faut rattraper. Donc, en gros, chez l'adulte, vous, à risque, soit il n'a jamais été vacciné, il faut lui faire les 2 doses, comme on a vu, à 2 mois d'intervalle. S'il a été vacciné par un schéma standard 13 puis 23 valences, chez les patients à haut risque, on refait un rappel à 5 ans avec la version 23 valences. Si le patient avait eu une dose de 23 valences, parce qu'auparavant, on avait ce schéma 13 et 23, mais que le 23 valence, donc c'est un peu de la gymnastique, mais vous allez vite vous habituer. Alors, notre dernière question du quiz, finalement, je trouve que c'est la bonne surprise, c'est que, grosso modo, vous êtes très au point sur la vaccination pneumocoque, qui n'est pas si simple que ça, finalement, parce qu'on prend un vaccin, le VPV 13, et ensuite le VPP 23, et dans le bon ordre. Et je trouve que c'est plutôt bon signe sur notre capacité à vacciner. Donc, presque les 3/4 ont les 2 vaccins dans le bon ordre. Et puis, bon, il y a quelques-uns qui ne maîtrisaient pas complètement soit l'ordre, soit qui voulaient faire 2 doses de pneumovax. Évidemment, on a un peu envie de se dire le pneumovax, c'est plutôt le vaccin de l'adulte et peut-être que ça va être 2 doses de pneumovax. Et vous confirmerez peut-être, Valérie, que on fait le VP13 parce que c'est un vaccin conjugué en premier, parce que c'est un vaccin qui est conjugué, qui est plus immunogène. Oui, et du coup, il est plus immunogène et on va le rebooster 2 mois après avec un vaccin qui est certes immunogène, mais comme il a des moins immunogènes, mais comme on a déjà les 13 valences, on va les rebooster, donc ça va suffire. Donc, idéalement, on préfère les vaccins. Et on ne pourrait pas avoir un vaccin 23 valences conjugué pour être directement à la fois complet et très immunogène? Alors, il y a un nouveau vaccin pneumocoque avec plus de sérotypes qui est, on va dire, dans les starting blocks, mais je suis incapable de vous dire quand est-ce qu'il sera disponible. Alors, ces résultats, je trouve que c'est super, hein. 75% de schémas bien, c'est super parce que nous, en pratique, on se rend compte qu'il y a plein de patients qui ont eu d'abord le 23, puis le 13, qui ont eu 2,13, 2,23, quelquefois 15 en médecine de ville. Donc, je suis rassurée, c'est super. Bravo. Quel est le taux de vaccination Un petit mot sur la grippe, parce que pour moi, il est extrêmement faible. En dehors de certains patients qui vont être spécifiquement vaccinés parce qu'ils ont une pathologie type un myélome, des patients qui reçoivent des anti-CD20, des patients qui ont une brèche méningée. Donc, ceux-là vont être vaccinés bien. Les autres, sincèrement, la couverture vaccinale est très, très mauvaise. Il me semble que c'est aux alentours de 20%. C'est assez lamentable, quoi. 17, oui. 20, je sais pas. Donc, c'est pas bon. N'oubliez pas la grippe parce que y a toujours la grippe que vous pouvez faire depuis longtemps. Alors, on est focus sur des patients à risque de faire une forme sévère ou compliquée, donc les patients obèses par exemple, les patients qui sont dans l'entourage de l'immunodéprimé, parce que l'immunodéprimé, vous ne le vaccinerez pas, et puis les patients avec des pathologies respiratoires ou cardiaques chroniques, les diabètes aussi, en octobre, novembre, quand elle est disponible, chez les patients qui viennent chercher, par exemple, leur insuline ou leur traitement de BPCO. Donc, il ne faut vraiment pas baisser non plus les bras sur la grippe. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que je n'ai pas abordé le Covid là. Le Covid, bien sûr, il y a les problèmes de 3e dose, voire 4e dose en fonction de l'âge du patient. Mais ça,
bien sûr, il ne faut pas baisser les bras parce qu'on a l'impression, comme il n'y a plus de, on va dire, de contrôle du pass vaccinal, tout ça, les gens baissent un peu les bras, mais pensez aux 4e doses chez vos patients âgés à l'heure actuelle. Alors, je crois qu'avant de passer aux questions, je fais un petit message pour vous rappeler que DefiMedoc, donc c'est une application mobile de formation, de mise à jour des connaissances sur tous les médicaments courants, et qu'on a lancé la première expérimentation avec l'URPS pharmacien Île-de-France. Donc peut-être que certains d'entre vous ont fait partie des bêta-testeurs de l'époque, et que vous pouvez bénéficier de 2 mois d'essai gratuits pour découvrir l'application si vous ne la connaissez pas. Il vous suffit de prendre votre abonnement sur teams.defimedoc.fr au lieu de le prendre sur defimedoc.fr. Vous aurez automatiquement 2 mois d'essai gratuits, des réductions pour les abonnements d'équipe, mais si vous êtes adjoint et que vous êtes tout seul, vous avez juste une inscription. Vous pouvez très bien utiliser le lien teams.defimedoc.fr, prendre un abonnement pour 2. De toute façon, vous aurez 2 mois gratuits. Vous n'utiliserez pas la 2e licence et vous nous enverrez un petit mail avant la fin de votre période d'essai en disant bah, voilà, je souhaite une seule licence à l'avenir. Donc n'hésitez pas au moins à découvrir. Je pense que c'est vraiment un outil qui est rapide et qui peut effectivement vous aider à... il y a bientôt un quiz d'ailleurs sur les vaccins, et là je pense que vous serez super bon. Je ne peux qu'appuyer ce que vient de dire Florence. Je trouve cette appli, j'ai aucun intérêt, hein, donc voilà, c'est vraiment accompagner Florence. C'est un outil qui permet réellement comment dire, d'augmenter le niveau de connaissance, de réflexe, d'information au comptoir tous les jours. C'est quand même ce qui nous différencie de tous les autres circuits. Donc, il ne faut pas rater cette occasion-là et même peut-être proposer des challenges dans l'équipe, des meilleurs scores. Donc, tout ça, mais ce n'est pas pour engueuler les autres, hein, c'est pour récompenser les meilleurs, qu'on soit bien clair. Hein. Voilà. Je crois que Zénab, tu vas pouvoir nous faire part des questions de la salle, entre guillemets. Oui, donc là, nous avons quelques questions. Donc, pour des questions générales, donc, vous avez dit qu'on pouvait faire 3 vaccins différents en même temps. Dans une formation précédente, on nous a recommandé de vacciner avec 15 jours d'écart pour avoir une meilleure réponse immunitaire pour chaque vaccination, comme si on surchargeait le système immunitaire. Pouvez-vous nous expliquer comment, immunitairement parlant, ces vaccins agissent lorsqu'ils sont administrés en même temps? Bah, en même temps, ils vont tous déclencher une réponse immunitaire, certaines plus cellulaires, d'autres plus humorales, pour permettre l'efficacité. Nous, en pratique courante, on fait 3 vaccins sans souci. On peut mettre sur les 3 vaccins un vivant, mais bon, ça ne va pas vous concerner. Donc, 3 vaccins, il n'y a aucun souci, sur des cycles d'injection bien sûr différents, mais ça, il n'y a aucun problème. Le fait de se dire qu'on a 15 jours d'intervalle, sincèrement, ça ne va rien changer. Soit vous voulez vraiment un intervalle différent en se disant que la tolérance peut être mauvaise ou autre, mais dans ces cas-là, il faut attendre au moins 1 mois. En termes de réponse immunitaire, 15 jours, ça rime à rien. Parfait, merci. Une deuxième question, il y a une question sur est-ce qu'il y aurait un nouveau vaccin contre le zona qui est plus efficace? Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau qui doit arriver prochainement? Avez-vous connaissance d'un vaccin contre le zona? Alors, il y a un nouveau arrivé prochainement, arrivé déjà depuis un certain temps, mais on s'est pris le Covid au milieu, qui est censé être plus efficace et autorisé aussi chez l'immunodéprimé. Vous, ça ne va pas vous concerner, mais pour nous, c'est important. Donc, oui, c'est prévu, mais alors quand, là aussi, c'est un flou. Donc ça, je ne saurais pas encore vous dire quand est-ce qu'il sera disponible. De toute façon, ça fera partie des vaccins qu'on ne peut pas administrer. C'est un vaccin vivant. Un vaccin vivant, donc non, le nouveau ne sera pas vivant a priori. Ah, alors non, donc ça, vous pourrez, il sera autorisé chez l'immunodéprimé, donc pour nous, ça va être possible, mais pour vous aussi sur le patient lambda. Alors, quels seront
les indications précises, ça sera probablement le sujet âgé pareil, mais au lieu d'avoir 60% de réduction du risque de refaire des zonas, on est plutôt à 90%, donc une réelle efficacité. Parfait. Merci. Une question encore. Comment fait-on pour rattraper le schéma pour le DTP? Alors, si c'est genre, si on est à 22 ans, on refait le rappel qu'on aurait dû faire 2 ans avant. D'accord. Donc là, sur la coqueluche, vous parliez d'immunoglobine. Est-ce que c'était à l'hôpital? Ah non, pas pour la coqueluche, pour le tétanos. Ah, d'accord. Et les immunoglobulines, c'est à l'hôpital. De toute façon, dans ces cas-là, c'est un patient qui a une plaie profonde, souillée, donc on est forcément à l'hôpital pour nettoyer, voire débrider. Donc, les immunoglobulines, c'est en hospitalier. OK. Donc, pour la coqueluche maintenant, je crois. Si une femme est enceinte à 2 ans d'intervalle, elle doit faire à chaque grossesse le DTP? Alors, on va à calendrier vaccinal très compliqué. Donc, je pense qu'il faut attendre le vrai calendrier vaccinal avec un schéma clair pour voir ce qu'ils vont faire vraiment chez la femme enceinte. Mhm. D'accord. Donc, méningite C, l'OMS semble dire que le vaccin méningite C étant très immunogène, un schéma à 2 doses serait suffisant pour tous? Alors après, pour tous, oui, ça peut se discuter. Par exemple, chez des patients qui l'ont déjà eu il y a longtemps et qui partent en pèlerinage à la Mecque, enfin, vous voyez, parce que c'est ACWY135, donc il n'y a pas que le C, il y a d'autres sérotypes qui peuvent être intéressants parce qu'avec une incidence plus importante dans certains pays. D'accord. Et toujours donc sur la méningite, quelle place pour le vaccin du sérogroupe B de la méningite? Et quand devrait-il apparaître dans le calendrier? Alors ça ne va pas vous... Ah, oui, c'est pour le nourrisson. Alors, oui, alors méningocoque B, c'est le nourrisson, donc voilà, ça ne va pas vous concerner. Et chez l'adulte, le méningocoque B, on ne le fait que chez des gens, mais ça ne va pas vous concerner, qui ont des déficits en properdine, des déficits en complément, des déficits, des traitements qui inhibent le C5, donc une partie du complexe d'attaque membranaire, mais c'est des médicaments purement hospitaliers, ou chez des patients splénectomisés ou aspléniques. Donc, en gros, ça ne va pas vous concerner. Parfait. Pour le pneumocoque, pouvez-vous faire un rappel sur le rattrapage pneumocoque lorsqu'un patient dépasse les 8 semaines d'intervalle? Que doit-on faire? Si vous êtes à 4 ou 6 mois, vous le faites, vous rattrapez en faisant 23 valences. Il avait bien eu les 13 valences avant. Parfait. Hop. Alors, une question. Donc, pour les 3 injections, 2 bras, nous sommes autorisés qu'à vacciner dans le deltoïde. Du coup, quelle distance sur un même bras pour 2 sites d'injection? Je dirais 2-3 cm. Il faut rester sur le deltoïde. Donc, vous avez une place réduite, entre guillemets. Mais ça ne pose pas de souci. Et si vous faites que 2 vaccins, vous faites un sur chaque bras. OK. Encore. Donc, y a-t-il intérêt de faire un rappel vaccin coqueluche quand une personne a déjà eu la coqueluche étant jeune? Officiellement, c'est une maladie très immunisante et qui a une meilleure protection même que le vaccin. Donc, on n'a pas besoin, sauf que l'information sur coqueluche ou pas coqueluche, ça, on l'a pas souvent. Et donc, est-ce qu'on a encore des questions? Oui, donc pourquoi ne vaccine-t-on pas dans la fesse et où vaccine-t-on quelqu'un qui n'a presque plus de muscles à la suite d'une polio? Oui, alors là, on est vraiment dans le cas foireux
Pas dans la fesse, parce qu'en fin de compte, le risque dans la fesse, c'est piquer dans le sciatique avec les complications possibles. Donc, non, on ne le fait jamais. On arrive toujours, même chez des patients qui ont eu la polio, à trouver un peu de muscle deltoïde. Donc, non, non, deltoïde. Après, chez les plus petits, on peut faire sur la face antérieure de cuisse, mais c'est vrai que chez l'adulte, on évite. Et la polio, de toute façon, ils vont être amyotrophiques sur les jambes. OK. Et donc, je crois que cette même question, peut-on faire plusieurs vaccins dans le même bras le même jour? Alors, on peut, mais on a 2 bras, donc autant prendre les 2 bras. Donc, on peut faire 2 d'un côté et 1 de l'autre côté si on a 3 injections à faire. Après, si on a 3 injections, les faire les 3 sur le même bras, c'est un peu dommage. Ouais. Question DTCP. Ne vaut-il pas mieux vacciner d'emblée avec Repevax que Revaxis si une patiente pense qu'elle peut être amenée à faire du cocooning? Ah bah oui. D'accord. Et un mot sur le vaccin contre la varicelle? Ah, le vaccin contre la varicelle, ça va pas vous concerner parce que c'est un vaccin vivant, donc ça ne sera pas pour vous. Le vaccin varicelle, en gros, c'est, chez la femme, qui vient d'accoucher ou chez des sujets jeunes pas immunisés ou chez des femmes qui n'ont jamais fait la varicelle pour les protéger. Mais c'est un vaccin vivant, donc ce n'est pas pour vous. D'accord. Et une question, qu'en est-il d'une seule injection pour le HPV? Une Ah seule. ben, non, les données d'efficacité, c'est avec 2 injections avant 15 ans et 3 après. Donc, bah forcément, on n'est pas bon avec une seule injection. Donc, il faut rattraper si on n'en a fait qu'une. Très bien. Est-ce qu'on a encore? Chez une femme ayant été opérée des 2 seins, peut-on vacciner à l'officine? Eh ben, écoutez, pour moi, elle n'est pas immunodéprimée, sauf si elle a une chimio en cours. On ne peut pas perfuser, sur les bras parce que leur retour et tout n'est pas bon, qui vous pourrez le faire. Là, j'avoue, j'ai pas la réponse comme ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait? Donc, je crois que c'est ça. On a eu aussi une question donc, sur la formation. Est-ce qu'il faudrait avoir, est-ce qu'il faut suivre une formation en plus de la formation Covid et grippe pour pouvoir vacciner en officine? J'avoue, je ne saurais pas vous dire ce que il faut attendre aussi l'apparition au journal officiel pour savoir exactement, le cadre. Là, à l'heure actuelle, je ne saurais pas vous répondre, mais peut-être que Florence ou Renaud ont la réponse. Moi, ce que je sais, c'est que la HAS devrait recommander donc comment mettre en œuvre cette formation et donc on attend, je crois. Je ne sais pas si Renaud, tu as d'autres infos? Et la formation, de toute façon, sera une formation light pour tous ceux qui ont fait la formation pour Oui. notamment la grippe, enfin, puisque c'était le premier vaccin et le seul que les pharmaciens pouvaient administrer. Donc, ce sera une formation light. On est en négociation aujourd'hui pour pouvoir déterminer les contours de cette restriction, entre guillemets, mais je pense que ça va être quelque chose de très light. Et d'ailleurs, ce que l'on est en train de faire ce soir mais il n'y a pas que ce soir, il y a quand même, et on aura de la traçabilité, enfin, je pense, ça fait partie du programme ou des programmes de l'extension de la compétence du pharmacien dans ce domaine de la vaccination. En tout cas, on fait tous nos efforts pour aller là-dedans. C'est vrai qu'il y a eu un écart entre le décret et les négociations, mais tout ça, ça va s'arranger. Pas d'inquiétude particulière. OK.
J'ai une question encore. Donc, pour les rappels vaccins Covid, faut-il s'assurer qu'il n'y ait pas eu de vaccination 15 jours avant ou après? Non. Alors, oui, le délai entre un vaccin Covid et un autre vaccin, type pneumocoque, tout ça, on attend 15 jours. Alors, on peut faire le même jour grippe et Covid, par exemple, mais si le patient a eu la vaccination pneumocoque, genre lundi, on ne peut pas lui faire le Covid le mercredi. Il faut attendre 15 jours. D'accord. Et donc, une question HPV. Quel est l'intérêt de le faire après 26 ans? Alors, les recommandations françaises disent qu'on s'arrête à 19 ans, sauf 26 ans pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, sauf que, en dehors des recommandations chez l'immunodéprimé, donc tout ça, ça ne va pas vous concerner. On peut vacciner car des données ont montré que chez des patients qui ont déjà fait de l'HPV ou même des lésions cancéreuses liées à l'HPV, on diminue en les vaccinant le risque de faire une récidive en fonction des études entre 50 et 80%. Mais ça va être en gros de l'immunodéprimé et ça sera en dehors des clous, donc vous n'allez pas le faire. D'accord. Et une question, pourra-t-on vacciner contre l'hépatite A qui est non remboursée? Alors, je crois que c'est possible. Après, l'hépatite A, en gros, ça va concerner le personnel de laboratoire, mais ça, c'est le boulot de la médecine du travail. Ça va être les voyageurs, donc les gens vont quand même aller consulter quelque part pour avoir tout, on va dire, tout l'environnement de counseling autour du voyage. Et c'est les patients homosexuels masculins. Donc, c'est vrai que ça va être plutôt restreint pour vous. Parfait. Je ne sais pas si on a encore des questions. Moi, c'est les questions qui ont été posées. Donc voilà, on les a tous reliées. Encore une dernière, en dehors du pneumocoque. Pour Petite quels chose, autres vaccins? Oui, une dernière, en dehors du pneumocoque, pour quels autres vaccins faut-il attendre 15 jours pour une vaccination Covid? ah bah tous les vaccins. D'accord. Tous les vaccins. J'avais juste une chose à ajouter. L'objectif OMS pour la coqueluche, c'est plus de 90%. Voilà, merci. Ça, c'est une partie. Et aujourd'hui, je crois que le taux de vaccination anti-coquelucheux pour les adultes, on est à Valérie. Le taux, là, comme ça, je ne saurais pas vous dire, mais il est faible. Je pense qu'on est à moins de 20%. On est entre 4 et 5%. Ben voilà. Donc, vous voyez que le champ des possibles, et je suis certain que les pharmaciens vont s'investir massivement dans ce travail. Alors, une ou deux précisions, à moins qu'il y ait des questions qui viennent et auquel cas je me tairai, c'est locaux adaptés. Tout à l'heure, vous l'avez abordé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 16 000 pharmaciens ont vacciné en France. Donc, c'est-à-dire que 16 000 sur 22 000, ça fait quand même une très large proportion qui aujourd'hui sont en tout cas qui se sont déclarés être en capacité et avec l'environnement nécessaire pour pouvoir assumer cette nouvelle cette nouvelle mission entre guillemets. Après, il y a ceux qui ne veulent pas et je les respecte aussi. Donc il y a zéro problème, mais on voit bien que la pharmacie est complètement engagée là-dedans. L'avantage aussi de la pharmacie, c'est bien sûr faire partie du parcours de soins en règle générale, et notamment de la vaccination, mais c'est aussi avoir, donc le parcours de soins, ça touche que les personnes qui sont identifiées, fléchées et qui sont réellement avec un parcours médecin, infirmier, pharmacien, hôpital, bref, un vrai parcours de soins. Mais l'avantage de la pharmacie, c'est que
on touche tous les autres, à savoir notamment, on a parlé de la coqueluche, mais la fratrie, bien sûr, les parents, évidemment, mais les grands-parents, mais aussi les cousins, etc., parce qu'il suffit de tousser en embrassant le bébé pour que, quelque part, on réduise notablement sa bonne santé. Ensuite, Valérie, vous avez parlé de traçabilité, c'est essentiel. Essentiel. Mais au-delà de la traçabilité, et je crois que, enfin, en tout cas, personnellement, j'essaye de faire avancer ce sujet-là, c'est aussi la communication entre professionnels de santé. C'est-à-dire que systématiquement, quand médecin traitant existe, il devrait être immédiatement averti de l'acte vaccinal que le pharmacien a fait. Vous avez parlé d'hésitation vaccinale. Là, on travaille avec Tous pour la santé, avec François Sarkozy, et j'invite l'ensemble des participants, et au-delà, les copains, les cousins, les voisins, à participer à cette, à ce nouveau mouvement qu'on va lancer avec Tous pour ma santé pour essayer d'apporter les bonnes réponses face à ce fléau, parce que franchement, il n'y a rien de plus con que d'être contre le vaccin, quoi. Donc, très clairement, c'est quand même ce qui... enfin, la prévention, c'est quand même ce qui coûte le moins cher et qui sauve le plus de vies, y compris, on a parlé de la vaccination anti-grippe. Il faut savoir que on vaccine entre guillemets contre la grippe. Enfin, statistiquement, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'on s'aperçoit aujourd'hui que l'on a des effets induits par cette vaccination de protection sur les maladies cardiaques, sur les maladies respiratoires, qui sont absolument extraordinaires et avec un taux de mortalité qui diminue sur les effets secondaires, entre guillemets, de la grippe que l'on avait, et pourtant on ne fait le vaccin que contre la grippe, entre guillemets. Et puis enfin, dire que l'objectif de la pharmacie dans la vaccination, c'est pas faire à la place d'eux. Ça n'a aucun intérêt. C'est faire avec les médecins, évidemment, avec les infirmiers, bien sûr, avec les sages-femmes et avec tous ceux qui ont cette compétence, entre guillemets, vaccinale, parce que l'objectif, et vous l'avez souligné ô combien, c'est d'augmenter collectivement le taux de vaccination sur toutes les maladies. On a parlé de la HPV, on a parlé de la coqueluche, on pourrait parler de quasiment tous les vaccins aujourd'hui. Et encore une fois, là, c'est quand même un rôle essentiel et sans aucun doute une opportunité particulière que l'on a en officine, parce qu'on voit, encore une fois, les aidants, la famille, les enfants, les voisins de la personne pour qui on aura une prescription, et on pourra passer un certain nombre de messages pro-vaccin. Donc, je vous invite d'ores et déjà à bien vouloir participer à ce grand questionnaire qu'on enverra à tous les pharmaciens franciliens, mais au-delà, parce qu'il y a plusieurs régions qui vont participer à ça, et je crois que le pharmacien a un vrai rôle à jouer autour de tout ça. Y a-t-il d'autres questions, Madame Zeina? Oui, on a juste 3 encore. Donc, lorsqu'une personne ne se souvient plus de ses vaccins à jour, quel risque de les revacciner? Valérie? Ça déconnecte un peu. Il n'y a pas de risque particulier. Vous m'entendez? Oui, là, Oui. c'est bon. Oui, il n'y a pas de risque particulier, si ce n'est si on a beaucoup de délais par rapport au vaccin, c'est que forcément, il sera moins bien vacciné qu'un autre, donc il pourra être exposé quand même à un risque. Mais il n'y a pas un risque de survenue de la maladie, mais vous, il n'y a pas de risque à le vacciner. Et si le rappel coqueluche a été fait à 25 ans en tant que parent, doit-on faire un rappel à 45 ans en tant que grand-parent?
A priori, non, mais si on est dans une situation de cocooning, qu'on n'est pas sûr, bah, c'est à discuter au cas par cas. Normalement, si on l'a fait à 25 ans, on est tranquille. Et là, je ne sais pas si Renaud, donc, tu as idée, où va-t-on saisir la vaccination en termes de traçabilité? On ne sait pas encore. Oui, non, mais de toute façon, vous savez qu'il y a le Ségur de la santé et il va y avoir une labellisation de tous les outils, de tous les professionnels de santé, dont les pharmaciens, et qu'on aura un espace autour de mon espace numérique dont on fait la pub un peu partout. Alors celui-là ou d'autres, en Île-de-France, ça pourra être peut-être le e-parcours ou Santé. Enfin bon, bref, on aura des outils, on aura le DP, mais le DP, c'est uniquement la dispensation, on n'a pas encore le carnet de vaccination, mais tout ça est en train de s'organiser. On fait des pas de géant en ce moment en termes et de traçabilité et d'information, ce qui n'empêche pas, et je le redis et j'insiste, d'informer, d'accompagner et de faire de la traçabilité et de la communication auprès des autres professionnels de santé, parce qu'il n'y a que comme ça que l'on aura aussi la confiance de tous les professionnels de santé autour des actes qui sont devenus aujourd'hui les nôtres. Voilà, donc là, les questions sont terminées. Voilà, Renaud, si quelque chose à... Oui. Un petit mot de conclusion, peut-être, si quelqu'un veut intervenir, Valérie ou Florence, non? Non, je pense qu'on vous laisse la parole pour conclure. En tout cas, Valérie, un grand merci. Un grand merci pour cette comment dire, vulgarisation de la vaccination en une petite heure. Et c'est quand même une performance. Merci. J'espère que très vite, on se retrouvera sur les ondes, comme ils disent. Hein. Ça a été ça a été très limpide. Transmettez mes amitiés à Béazine, que je fréquente dans d'autres lieux, notamment autour de la vaccination, et je pense que vous devez travailler pas loin l'un de l'autre. Un grand merci à Florence et vraiment son application qu'il faut utiliser pour savoir comment ça marche et comment est-ce que collectivement dans l'officine, on augmente le niveau de connaissances et de réponses possibles à l'ensemble de notre patientèle. Un mot peut-être sur la vaccination grippe, c'est maintenant qu'il faut commander, n'oubliez pas, notamment aussi avec, pour ceux qui travaillent avec les EHPAD et notamment avec les personnes âgées, avec un vaccin qui est haute dose et que je pense qu'un certain nombre de laboratoires pourront, comment dire, accompagner. Valérie, est-ce qu'on peut utiliser les diapos qui ont été projetés? Pour moi, aucun souci. Ben voilà, c'est super. Donc, on les aura sur le site. Et puis enfin, remercier à nouveau vraiment chaleureusement MSD, Jeanne et Ludovic de nous avoir accompagnés et de nous avoir permis d'organiser cette soirée. Il y en aura d'autres, normalement 4 autres ou 5 autres. Zaina, je ne sais pas compter jusqu'à 5. Donc, 4 normalement. Voilà, 4 autres. Voilà, donc n'hésitez pas. Si ça vous a plu, vous nous le dites. Si ça ne vous a pas plu, vous nous le dites aussi, pour qu'on essaye de s'améliorer et apporter… je ne suis pas sûr qu'on puisse beaucoup s'améliorer, mais en tout cas, si vous souhaitez ou s'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, évidemment, que l'on essaye comment dire, de se mettre au niveau du souhait de toutes les consoeurs et tous les confrères. Encore une fois, un grand merci à Valérie. Merci, parce que je sais que ça a été la course, mais une course avec une arrivée on ne peut plus forte. Voilà. Merci Florence, merci Zeina, merci Aurélien, merci Anne, merci de cette très belle soirée. Je suis ravi, on était presque 100
à suivre ce webinaire. C'est une performance. J'espère qu'on va multiplier par 5, 4, parce qu'il y a encore 4 autres séances, cette performance du nombre de personnes connectées. Encore une fois, parlez-en autour de vous. Plus on en sait, meilleur on sera et mieux on sera regardé. La balle est dans votre camp. Merci encore à tous. Merci pour l'invitation. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci Renaud. Merci l'URPS. Bonsoir.